Bonjour à tout le monde. Je suis Fabrice Destruot, je suis enseignant de mathématiques sur Carcassonne et l'association Les Maths en Scène m'a demandé d'animer aujourd'hui pour la journée GEM un atelier et je vais vous parler aujourd'hui de la bataille corsée. La bataille corsée est un énoncé du TFJM au carré qui est le tournoi français des jeunes mathématiciennes et mathématiciens et je vais vous expliquer comment je rebondis sur ce thème-là avec jusqu'au cycle 3, un énoncé de concours pour des élèves de terminale avancée jusqu'au cycle 3. Alors, un peu d'histoire, la jeunesse de cette situation. Donc, j'ai un atelier scientifique dans le lycée dans lequel j'enseigne jusqu'ici. C'est un laboratoire, c'est la reproduction d'un laboratoire de mathématiques qui est pérenne et qui est tourné vers les jeux mathématiques. C'est un lieu d'épanouissement et d'échange pour des élèves qui vont de la classe de la seconde jusqu'à la classe de terminale, qui sont mélangés. On a plusieurs filières. Et c'est un groupe qui est ouvert sur le lycée et les établissements du bassin. Et je vous expliquerai pourquoi et dans quelle mesure cet atelier remplit des missions de diffusion de la culture mathématique. On y reviendra un peu plus loin. Ensuite, le TFJM au carré, donc c'est un concours pour les lycéens. Juste, j'en profite pour remercier l'équipe du TFJM carré. Nous participons à ce concours depuis plusieurs années. Avec la situation sanitaire que l'on connaît actuellement, évidemment, c'est un tout petit peu différent les 2 dernières années. Mais à gros traits, vous avez des problèmes qui paraissent au mois de décembre. Il y a une phase de recherche et de rédaction sur ces problèmes qui sont ouverts. Et à partir du mois de mars, on envoie des écrits et ensuite on participe à une compétition qui est une compétition orale. On a donc un tournoi qui est centré sur des présentations de démonstrations, avec des débats, des synthèses. On a des élèves qui présentent leurs travaux, puis qui ont un opposant qui leur pose des questions. Il y a un débat qui s'installe, et puis on a un troisième élève qui arrive, qui est un rapporteur, qui vient poser des questions à la fois au défenseur et à l'opposant. Et donc, dans ce tournoi, il y a une prestation orale qui est particulièrement importante. Et c'est enfin un temps de rencontre avec des pairs, et les évaluations se faisant par soit des professeurs de classe préparatoire, soit par des chercheurs, il y a des acteurs universitaires qui sont là et qui rencontrent nos jeunes. Et c'est un moment important de diffusion de la culture de mathématiques, évidemment, et c'est aussi une projection sur le monde universitaire. Alors, la bataille corsée, qu'est-ce que c'est? La bataille corsée, c'est un problème du TFJM de l'édition 2018. Je laisserai les liens éventuellement à disposition dans le chat après. C'est un jeu qui est inspiré d'un jeu de cartes qui est très connu, qui est la bataille, simplement. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas la bataille, je rappelle le principe. À la bataille, vous affrontez un joueur, vous avez la moitié des cartes. Les cartes sont retournées, vous ne les voyez pas. Et vous retournez simultanément avec votre adversaire une carte, et celui qui a la carte la plus forte remporte le pli et récupère ces cartes-là. Seulement, c'est pas très passionnant parce qu'il n'y a strictement aucune réflexion et on a des parties qui peuvent être longues, voire très longues, 3 petits points. Alors la question de la bataille corsée, c'est comment modifier pour avoir l'opportunité de réfléchir un petit peu, et c'est donc ce qui va nous occuper dans une première partie du temps. On va essayer de réfléchir à ce jeu ensemble. Alors, quelques règles du jeu d'abord de la bataille corsée qui sont des règles tout à fait invariantes. Alors, vous avez 2 joueurs qui s'affrontent dans un jeu de cartes. Ces 2 joueurs, je rends hommage au texte initial, ces 2 joueurs, nous allons les nommer Igor et Sofia. Les 2 joueurs possèdent exactement le même nombre de cartes, pas de souci avec ça. Vous allez voir qu'ils n'ont pas nécessairement les mêmes cartes, mais ils disposent du même nombre de cartes. Troisième élément, sur chaque carte figure un nombre entier positif. On va dire que cela figure par exemple les cartes de 1 à 10. Dans cette situation, je tiens à préciser d'ailleurs que l'As n'est pas la carte la plus forte, contrairement à la bataille. L'As sera juste la carte 1 et ce sera la carte la moins forte. Ensuite, à chaque tour ou pli, l'un des joueurs choisit de jouer une de ces cartes, puis l'autre joueur fait de même. Contrairement à la bataille, ce jeu n'est pas un jeu simultané. C'est-à-dire qu'il y a un joueur qui joue en premier et un joueur qui joue en réaction derrière. Celui qui a joué la carte dont le numéro est le plus élevé remporte le point, ça c'est classique. Les cartes jouées à chaque tour sont défaussées. Et dernier élément, la partie se finit lorsque toutes les cartes ont été jouées. Alors quelque chose qui n'est pas explicite dans cette situation, mais qui demande à être rappelé, c'est que le jeu est ouvert, c'est-à-dire que les joueurs peuvent jouer n'importe laquelle des cartes de leur paquet à n'importe quel moment. Voilà. Ce qui fait que finalement, l'objectif va être d'aller faire le plus grand nombre de points possible. Alors, on va regarder ça sur des premiers jeux avec une situation très simple au départ. J'ai laissé les règles en haut à gauche de l'écran. Donc, si vous voulez vous y reporter, les 7 règles de base sont toujours écrites. Donc, on va prendre un premier exemple de partie. On va décider que Igor dispose des cartes impaires 1, 3, 5 et 7 et que Sofia dispose de cartes paires qui sont 2, 4, 6 et 8. Bien entendu, il n'y a rien à voir avec
avec la couleur dans ce jeu, on reste sur des valeurs numériques. Donc on va décider également que Igor commence à chaque tour. Donc quoi qu'il arrive, c'est Igor qui joue en premier. Alors par exemple, Igor va jouer le 1, Sofia va répondre avec le 2. Bien entendu, dans cette situation, Sofia marque un point. Igor décide de jouer le 7, Sofia peut répondre avec le 4. Cette fois-ci, c'est Igor qui a gagné le deuxième point. Ensuite, Igor va jouer le 5, Sofia va jouer le 6. Et enfin, Igor va jouer le 3 et Sofia va jouer le 8. Alors, bien entendu, si vous regardez bien la partie telle qu'elle s'est déroulée, c'est pas très compliqué. Vous avez le premier pli et vous avez le troisième pli et le quatrième pli qui ont été remportés par Sofia, tandis que Igor, lui, a gagné le deuxième pli avec son 7 face au 4. Et donc, le score d'Igor, on va parler de score, le score d'Igor est égal à 1, puisqu'il a remporté exactement un pli, et Sofia, elle, a remporté 3 plis, on dira que son score est de 3. Le score est de 3. Alors, bien entendu, cet exemple de partie est juste là pour expliquer comment fonctionnent les règles, et la question qui va se poser maintenant, bien entendu, c'est de savoir comment faire le meilleur score possible pour l'un et pour l'autre. Alors on va repartir avec la même configuration. On va dire que Igor dispose des cartes impaires 1, 3, 5, 7. On va dire que Sofia dispose des cartes paires 2, 4, 6 et 8. Et on va décider pour le moment que Igor commence à chaque tour. Quel score Sofia peut-elle s'assurer? Alors en examinant bien les cartes, on voit bien que Igor n'est pas très avantagé, que Sofia a des cartes qui sont dominantes paire à paire. Et en plus, comme c'est Igor qui commence, Sofia va pouvoir jouer derrière lui et donc ajuster sa stratégie en fonction de ce que Igor a joué. Donc, si Igor joue le 1, eh bien, Sofia va jouer le 2. Si Igor joue le 7, Sofia va probablement jouer le 8. Si Igor joue le 5, Sofia joue le 6. Et si Igor joue le 3, Sofia joue le 4. Vous avez donc compris que cette situation est tout à fait déséquilibrée et bien entendu, c'est Sofia qui va l'emporter. Elle a remporté tous les points. Il lui suffit pour ça, finalement, de jouer uniquement la carte qui est directement au-dessus de celle que Igor joue. Elle peut faire ça pour toutes les cartes d'Igor. Et donc, Sofia, en jouant au mieux, et j'insiste sur le en jouant au mieux, va s'assurer un score de 4 points. Et Igor ne peut absolument rien faire. Il sera bloqué à 0, quel que soit, finalement, l'ordre dans lequel il joue ses cartes. Alors on va donc envisager la chose suivante, on va envisager de savoir quel est donc le score que Igor et Sofia peuvent s'assurer en jouant au mieux pour les deux joueurs. Un peu de modélisation. Igor dispose donc, si on imagine cette fois-ci que Igor dispose de n cartes impaires, donc c'est-à-dire de toutes les cartes du type 2p-1 avec p qui parcourent l'ensemble des entiers de 1 à n, et que Sofia, elle, dispose des cartes qui sont juste au-dessus, c'est-à-dire l'ensemble des cartes de type 2q avec q qui parcourent les entiers de 1 à n. Igor commence à chaque tour. Quel est le score que Sofia peut s'assurer? Tout à l'heure, on a vu un exemple avec 4 cartes pour chaque joueur. Cette fois-ci, on va regarder la situation avec n cartes pour chaque joueur. Alors, on va nommer IN et SN pour la suite de la présentation les scores maximaux respectifs que Igor et Sofia peuvent obtenir en considérant que les deux joueurs jouent au mieux de leur stratégie. Ensuite, le nombre de cartes est évidemment 2n, ce qui nous fait n plis. Ce qui fait que les joueurs jouent au mieux ou pas, la somme des scores à la fin d'une partie, ce sera toujours n. Et bien entendu, si les deux joueurs jouent au mieux, et c'est-à-dire si on envisage les scores IN pour Igor et SN pour Sofia, la somme des deux scores sera bien égale à n également. La question va être de savoir maintenant, dans ce type de dispositif, avec ces règles-là qui ont été choisies, donc carte impair, carte paire, et avec Igor qui commence à chaque tour, quelles sont les valeurs finalement de IN et de SN. Alors pour cela, on va envisager des mains. Les mains seront modélisées systématiquement par un couple. Dans la mesure où c'est Igor qui commence en premier dans cette partie, on commencera par une valeur du type 2p-1 et Sofia répondra dans un deuxième temps par une carte du type 2q et donc on aura une main qui sera de la forme 2p-1 2q avec p et q qui sont des entiers compris entre 1 et n. Et toute une partie peut être décrite avec l'ensemble de ces mains sans aucune difficulté. Alors, nous revenons sur la stratégie que Sofia a utilisée tout à l'heure. Comme c'est Igor qui commence, qu'il a des cartes impaires et que Sofia dispose de toutes les cartes paires qui sont immédiatement au-dessus, eh bien pour chaque carte que Igor va proposer du type 2p-1, avec p qui est compris entre 1 et n, que Igor va jouer, Sofia va répondre par la carte qui est immédiatement au-dessus, qui est tout simplement 2p. L'ordre dans lequel les cartes vont être jouées par Igor n'a pas d'incidence sur le score, ce qui fait que finalement, avec cette stratégie-là,
Sofia se retrouve avec un score de n points. Et ensuite, Igor, lui, se retrouve avec un score de 0 points. Je rappelle que la somme des deux scores étant égale à n. Alors cette situation est très simple. On va essayer de voir ce qui peut se passer, sachant que Igor commence à chaque tour. Igor se retrouve dans une situation qui est très déséquilibrée, donc on va rendre à Igor un peu de latitude. Et cette fois-ci, dans la partie suivante, on va décider que c'est Sofia qui va commencer à chaque tour. Donc, nous laissons dans cet exemple de partie les cartes impaires 1, 3, 5, 7 à Igor et les cartes paires 2, 4, 6, 8 à Sofia. Et c'est Sofia qui va commencer à chaque tour. Quel score Igor peut-il s'assurer? Évidemment, quel score Sofia peut-elle s'assurer également? Alors, si Sofia commence par jouer par le 2, eh bien, Igor va copier la stratégie de Sofia tout à l'heure en jouant le 3. Si Sofia commence par un 8, comprenant que si elle joue une carte intermédiaire, Igor va la surpasser avec la carte immédiatement au-dessus. Sofia va jouer son 8 et Igor va jouer le 1. Malheureusement, c'est toujours à Sofia de commencer. Donc Sofia, en jouant le 6, va être battue par Igor qui joue le 7. Et quand elle va jouer le 4, elle sera battue par Igor qui va jouer le 5. Ce qui fait que Igor, en jouant au mieux, s'assure tout simplement un score de 3 points. Il lui suffit de répondre pour toutes les cartes intermédiaires de Sofia par la carte immédiatement au-dessus. Et bien entendu, pour le 8, quand Sofia jouera le 8, Igor, il lui suffira de jouer assez logiquement sa carte la plus faible, qui est le 1. Donc si on revient sur la situation de raisonnement, à savoir qu'est-ce qui se passe si cette fois-ci on a n cartes impaires et n cartes paires pour n cartes impaires pour Igor et n cartes paires pour Sofia, avec Sofia qui commence à chaque tour, quel est donc le score que Igor peut s'assurer? Alors on comprend bien ce qui se passe. Et en termes de raisonnement, après, on va raisonner par inégalité. Donc, pour chaque carte 2Q qui va être jouée par Sofia, avec Q qui va être compris entre 1 et n-1, Igor va jouer la carte immédiatement au-dessus qui sera 2Q plus 1 moins 1. Et donc, pour chacune de ces n-1 cartes, Igor sera battu par Sofia et donc Igor va avoir un score qui va être supérieur ou égal à n-1. Pour la carte 2n qui sera jouée par Sofia cette fois-ci, Igor ne peut de toute façon pas remporter le pli, ce qui fait que le score maximal que peut espérer Sofia sera donc supérieur ou égal à 1. Et je vous rappelle, nous avons dit tout à l'heure que la somme des deux scores est égale à n, ce qui fait donc que IN ne peut pas être strictement supérieur à n-1 et SN ne peut pas être strictement supérieur à 1, ce qui permet de conclure que IN est bien égal à n-1 et SN est bien égal à 1. On est donc dans une situation où, vous l'aurez compris, quand c'est Igor qui commence en premier, il est très désavantagé, et quand Sofia commence en premier, elle est très désavantagée. Ce qui fait que on va essayer de faire en sorte que ce soit un tout petit peu plus équilibré. Et donc, cette fois-ci, nous allons réfléchir à qui commence. Eh bien, on va faire comme à la bataille. Alors, la bataille, je vous ai dit tout à l'heure que c'était simultané, mais il y a tout un tas d'autres jeux où, effectivement, c'est le perdant qui va commencer. Donc, on va se donner 5 cartes impaires pour Igor. 1, 3, 5, 7, 9. 5 cartes paires pour Sofia. 2, 4, 6, 8, 10. Sofia va commencer au premier tour. Il faut bien qu'il y en ait un qui commence au premier tour. Puis, on va décider que c'est au perdant de jouer à chaque tour, cette fois-ci. Ce qui veut dire que le fait de remporter la main va donner l'avantage de jouer en second et de pouvoir réagir. Quel score Igor et Sofia peuvent-ils s'assurer dans cette situation-là? Alors on va essayer de décrire un petit peu ce qui se passe sur cet exemple et puis on ira raisonner un petit peu ensuite. Donc commençons par chercher. Sofia commence, on va s'intéresser à la première carte qu'elle va jouer. Donc elle peut jouer une carte intermédiaire éventuellement. Si elle joue une carte intermédiaire comme le 4, premier cas, Igor peut décider d'emporter le pli. Il emporte le pli. Si on regarde les cartes dont il dispose, la logique c'est qu'il joue avec la carte immédiatement au-dessus. Et vous avez en dessous de ce 4-5 remporté par Igor, vous avez les cartes qui restent à Igor et les cartes qui restent à Sofia. On va examiner ce qui se passe sur ces cartes-là. En fait, si on décide de décaler certaines cartes, par translation, on laisse la carte 1 et 3 à Igor et on décale de 2 rangs la carte 7 et 9. Ce qui deviennent donc 5 et 7. Pour Sofia, on lui laisse la carte 2, on décale de 2 rangs les cartes 6, 8, 10, elle réobtient 2, 4, 6, 8. Si vous regardez bien, que ce soit dans les cartes dont il dispose vraiment ou dans les cartes translatées, l'ordre des cartes est le même, c'est-à-dire que Igor a la plus petite carte qui est le 1, puis Sofia le 2, puis Igor le 3, puis Sofia le 6, puis Igor le 7, puis Sofia le 8, puis Igor le 9 et Sofia le 10. Ce qui fait que c'est juste une question d'ordre et c'est
pas vraiment une question de valeur de chacune des cartes, ce qui permet de faire cette translation et de dire que la situation est exactement la même. Ce qui veut dire que Sophia va devoir, puisqu'elle a perdu le premier pli 4 à 5, va devoir rejouer avec une situation qui est celle que vous voyez dans la situation translatée. Ça nous amène à la réflexion suivante, ça nous amène finalement à la réflexion que Sophia a perdu le premier pli et va se retrouver à jouer non plus avec la situation à 5 cartes pour chacun, mais avec la situation à 4 cartes pour chacun. Ce qui fait que dans ce cas, le score maximal, dans ce premier cas que nous avons envisagé, le score maximal que Sophia peut envisager, c'est simplement S4, c'est-à-dire le score maximal à 4 cartes pour elle. Deuxième cas maintenant. Imaginons que Sophia joue une carte intermédiaire et que Igor, cette fois-ci, décide de perdre le pli. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Sophia joue le 4, Igor joue le 1. Si Igor joue une carte qui est plus basse, évidemment, il va jouer le 1, c'est préférable pour lui. Et donc, les cartes qui le restent sont 3, 5, 7, 9 pour Igor, 2, 6, 8, 10 pour Sophia. C'est à Igor de jouer. Alors, on va dire la chose suivante. Sophia peut alors gagner tous les plis jusqu'à décider, par exemple, de jouer le 2 face au 5. Alors pourquoi? C'est pour rétablir la situation comme dans le premier cas. C'est-à-dire qu'en fait, elle va jouer, à chaque fois que Igor va jouer une carte, elle va décider de jouer la carte immédiatement au-dessus, sauf face au 5 où elle va jouer le 2. Alors, je ne dis pas que cette situation et cette méthode de jeu est optimale. Ce que je dis, c'est que dans ce cas, le score maximal que Sophia va pouvoir s'assurer, il est au moins de quoi? Il est au moins de 1 plus S3. Parce que si Igor décide de jouer de suite le 5, elle joue le 2, elle perd, elle a un point qui est remporté sur le premier pli, et ensuite elle se retrouve dans la situation à 3 cartes. Mais vous l'aurez compris, 1 plus S3, c'est plus efficace que S4. Et oui, parce que on ne peut pas gagner plus d'un pli en passant de S3 à S4. Ce qui fait que, comme tout à l'heure, Sophia se retrouvait avec S4. Si elle joue de façon optimale ici, elle va au moins s'assurer S4. Ce n'est donc pas efficace pour Igor. Et donc ce deuxième cas, finalement, est à écarter. Troisième cas, et c'est celui qui va donc vous sembler probablement le plus naturel, c'est Sophia qui décide de jouer le 10. Alors pourquoi elle décide de jouer le 10? Pour remporter un premier pli d'une part, et également pour conserver la main, puisque c'est au perdant de jouer à chaque tour, et ce sera à Igor de jouer au deuxième tour. Si Sophia joue 10, évidemment, Igor va jouer le 1. Et si vous regardez bien les cartes qu'il leur reste, cette fois-ci, ce sera à Igor de jouer avec 3, 5, 7, 9 et 2, 4, 6, 8 pour Sophia. Nous allons encore utiliser la stratégie de translation des cartes, ce qui fait que on va passer en enlevant juste un point à chaque valeur faciale des cartes. On se retrouve avec 2, 4, 6, 8 pour Igor d'un côté et 1, 3, 5, 7 pour Sophia de l'autre. Et je vous ai dit que c'était à Igor de jouer. Igor se retrouve donc dans la situation de Sophia sur un jeu à 4 cartes. Et Sophia se retrouve donc sur la situation de Igor au début d'une partie à 4 cartes. Ce qui fait que, évidemment, Sophia va pouvoir s'assurer un score qui va être égal à quoi? À 1 plus le score maximal de Igor à 4 cartes, 1 plus I4. C'est-à-dire, je vous le rappelle, I4, c'est le complément à 4 de S4, ça nous fait donc 5 moins S4. Alors vous l'aurez compris, on envisage de façon exhaustive tous les cas possibles sur le premier tour, et de façon entre guillemets générique, on va être dans la situation où on va essayer d'exprimer S5 en fonction de S4. On a donc un raisonnement par récurrence qui va venir se dessiner derrière. Alors on va passer au raisonnement. Ici sont repris les éléments, mais de façon générale, puisqu'on est sur une situation qui est modélisée. Si Sophia joue sa carte la plus élevée, 2N, Igor joue 1. Par translation, Sophia va se retrouver dans la situation d'Igor avec N-1 carte. On en déduit un score dans ce cas-là pour Sophia de 1 plus IN-1. Si Sophia joue une carte intermédiaire et que Igor ne prend pas la main, alors c'est à Igor de jouer et Sophia est certaine d'emporter au moins 1 plus SN-2, ce qui est supérieur à SN-1. Et si Sophia joue une carte intermédiaire et qu'Igor prend la main avec les cartes immédiatement au-dessus, alors c'est à Sophia de jouer, et on l'a vu par translation tout à l'heure, elle se retrouve exactement dans la situation à N-1 carte, et donc le score qu'elle pourra s'assurer dans ce cas-là est SN-1. Ce qui fait que, par exhaustivité des cas, on a réussi à expliquer que SN, c'était le max de N-SN-1 et de SN-1. Et comme S1, quand il n'y a qu'une seule carte, c'est Sophia qui remporte puisqu'elle aura un 2 et Igor aura un 1, et bien on est dans une situation où on va pouvoir faire une démonstration par récurrence. Et en réalité, on démontre assez rapidement par récurrence que Sn est en fait la partie supérieure de n sur 2. Alors je vous passe les détails de la démonstration, mais on joue encore sur les inégalités, bien entendu.
et sur un certain nombre de situations, enfin de cas envisagés de façon exhaustive. Alors vous allez me dire, ce qui est quand même désagréable, c'est qu'il y a encore du déséquilibre, puisque effectivement, quand c'est au perdant de jouer, on a un meilleur équilibre entre guillemets, mais Sofia a toujours des cartes qui sont plus fortes que celles d'Igor. Alors voilà les 3 points de déséquilibre que l'on a relevés. Igor ou Sofia jouent en premier au premier tour. C'est inévitable. Igor ou Sofia jouent en premier à chaque tour, mais là on a décidé que c'était le perdant qui allait jouer en premier à chaque nouveau tour, et ensuite les cordes d'Igor et de Sofia diffèrent. Et bien, nous allons rétablir la situation, nous allons leur donner les mêmes cartes. Alors ça va poser un petit problème. Si on donne les mêmes cartes aux deux, que se passe-t-il si par exemple Igor jouait le 5 et puis Sofia joue le 5? Alors en réalité, si on a les mêmes cartes donc de tous les entiers de 1 à n, d'une part pour Igor et d'autre part pour Sofia, ce que nous allons faire, c'est la chose suivante, c'est qu'on va décider d'une règle de non-égalité. Alors la règle de non-égalité dit la chose suivante: à chaque tour, celui qui joue en premier peut jouer ce qu'il veut, et celui qui joue en second n'a pas le droit de jouer la même carte. Donc le second à jouer peut poser une carte qui est inférieure ou supérieure, mais il n'a pas le droit de jouer la même carte. Alors cette règle-là, elle est possible, sauf éventuellement si dans une partie particulière, on aurait par exemple Igor qui aurait conservé le 7 et Sofia qui aurait conservé le 7, et on aurait les deux 7 qui s'affronteraient au dernier tour. Et dans ce cas-là, si au dernier tour ils ont la même carte tous les deux, si on est 7 face à 7, eh bien, on décide de ne pas attribuer le point. On pourrait aussi bien attribuer un demi-point à chacun, ça revient exactement au même. Donc il y a une règle de non-égalité qui s'applique. On ne peut pas avoir en même temps les deux cartes qui sont proposées. Voilà. Juste Fabrice, il y a une petite question dans le chat. Je t'en prie. Christian Mercat. Alors je te lis les questions, c'est en 2 parties. Chaque joueur décide une fois pour toutes d'un ordre et ensuite il n'y a plus d'informations échangées. J'ai envie de savoir quel score moyen. D'accord. Le score moyen, on en parlera après parce que c'est une des variantes possibles. Et en réalité, si on réfléchit sur du hasard, il n'est pas très compliqué de trouver le score moyen simplement en programmant un petit algorithme et en essayant de trouver une valeur pour des nombres n qui sont assez faibles. Ça, c'est le premier élément. Et ensuite, le score moyen qui serait proposé, il serait s'il y avait effectivement alors soit du hasard qui était proposé, soit un enchaînement standard. Et, alors c'est une des questions auxquelles on n'a pas réfléchi dans le cadre de mon labo, mais effectivement c'est intéressant et ça fait partie, ça va rejoindre une des variantes que j'ai proposées ensuite. Voilà. Alors il y avait une autre partie de la question, mais Christian te dit que c'était une question pour la fin et pas pour qu'il réponde maintenant. Ça marche, ok, j'essaierai d'y répondre tout à l'heure alors. Ok. Donc je reprends, merci. Alors je reprends donc règle de non-égalité, on n'a pas le droit de jouer la même carte en cours de partie, il n'y a que si jamais la partie se déroule jusqu'à 5-5 ou 7-7 à la fin, qu'on aura l'obligation de jouer la même carte, et dans ce cas-là, il n'y a pas de point qui est attribué. Donc, on va prendre un exemple, on va décider que Igor et Sofia ont tous les deux les cartes de 1 à 6. Donc il n'y a plus d'histoire de paire d'impair, ils ont les mêmes cartes de 1 à 6. Alors qu'est-ce qui va se passer? Alors on décide dans ce cas-là, je reviens juste en arrière, on a dit que Igor joue en premier au premier tour, on va garder l'idée qu'il y en a un qui joue en premier, donc c'est Igor qui va jouer en premier, et ensuite c'est toujours le perdant qui joue. Donc, je reviens à notre exemple qui va être assez crucial, et qui va vous engager sur des pistes de réflexion à mon avis. Igor joue en premier, donc Igor est toujours en bleu, Sofia est toujours en rouge. Hein. Donc Igor n'y voyez aucune référence de genre. Donc Igor va jouer le 1, Sofia va jouer le 2, Igor va jouer le 2, Sofia va jouer le 3, et Igor sent bien qu'en continuant à jouer des cartes de niveau intermédiaire, Sofia peut tout simplement jouer la carte qui est juste au-dessus et gagner un certain nombre de points. Est-ce que ceci est efficace pour Igor? Manifestement, ça ne l'est pas vraiment. Igor va décider de jouer le 6. Alors donc, si on reprend une partie en comprenant cette situation, Igor joue le 6 en se disant « je vais donner la main à Sofia et moi je vais pouvoir profiter de l'avantage de jouer en second ». Donc, il joue le 6. Sofia, qui ne peut pas gagner et n'a pas le droit de jouer le 6 non plus pour faire égalité, je le rappelle, va jouer le 1. Par conséquent, Sofia se retrouve dans la situation suivante, il lui reste 2, 3, 4, 5, 6, et Igor, lui, il lui reste 1, 2, 3, 4, 5. Sofia peut jouer le 6, conduire finalement à la même partie, et puis aller vers de la symétrie, mais il y a aussi la possibilité de jouer le 5. Si on regarde les cartes qui restent à Igor, en jouant le 5, Sofia ne peut pas être battue. Igor, sa plus forte carte, c'est évidemment le 5, et Igor n'a pas le droit de jouer le 5, il n'y a pas d'égalité possible. Ce qui fait que si elle joue le 5, non seulement Sofia va gagner le point, mais elle va conserver le 6, qui est une carte qui va être supérieure. Donc, on va partir sur l'idée que Sofia va jouer le 5,
que Igor, lui, en réponse, ne pouvant pas gagner, va jouer sa carte la plus faible, qui est le 1. Et ensuite, eh bien, quoi qu'il arrive, Igor peut être battu et il va décider, par exemple, de faire tomber la carte la plus forte de Sofia en jouant le 4. Et Sofia se retrouve avec le 6. Et si vous regardez bien, à la fin de cette partie qui est assez cruciale, elle est très révélatrice de ce qui va se passer de façon un peu théorique. Finalement, Sofia a gagné en 3 plis, Sofia a gagné 2 points, Igor a gagné 1 point, et il reste des cartes qui sont presque similaires. Alors la question se pose de savoir si on est revenu exactement à la même situation. Bien, regardons, Sofia vient de gagner le tour, donc c'est à Igor de jouer. Le perdant jouera toujours en premier. Est-ce que les deux joueurs ont les mêmes cartes? Alors vous allez me dire pas tout à fait. On a la situation de Igor qui a un 5 alors que Sofia a un 4, mais on peut très bien arriver à démontrer que cette situation est tout à fait équivalente. Cette fois-ci, je vous ai mis raisonner. Et pas raisonnons. Je vous ai marqué Sofia gagne 2 points sur les 3 premiers tours et la situation revient presque à un équilibre de cartes. Quand je dis presque, je pèse mes mots. Une modélisation, eh bien, qu'est-ce qui se passerait si cette fois-ci, au lieu de pardon, qu'est-ce qui se passerait, excusez-moi, je suis allé trop vite en besogne, voilà. Qu'est-ce qui se passerait si les cartes d'Igor et de Sofia, donc c'était les N premières cartes, est-ce que Sofia gagne toujours 2 points sur les 3 premiers tours? Est-ce qu'on a une situation qui est récurrente? Est-ce qu'on aurait affaire à une récurrence forte? Est-ce qu'il y aurait une exhaustivité des cas envisagés? Eh bien, ça fait partie des charmes de ce jeu que d'être l'occasion de chercher. Donc, je veux bien répondre aux questions à la fin, mais je ne vous donnerai pas la solution pour cette situation-là. Je pense qu'il faut jouer pour essayer de voir vraiment ce qui se passe et voir si le fait que Igor commence en premier le désavantage ou pas. Je vous ai donné un certain nombre de pistes pour réfléchir à ça. Et on va envisager la dernière partie de cet exposé maintenant, c'est-à-dire j'ai annoncé que ce problème donc, du TFJM que j'ai décrit un peu longuement, je l'appliquais dans différents contextes et je vais vous expliquer lesquels. Alors, ce jeu alimente d'abord un atelier de diffusion de culture mathématique. Il y a une entrée qui est très ludique, vous l'aurez compris. Il y a un accès qui est rapide au raisonnement et il y a une adaptation qui est très facile à faire sur le public qui est cible. Vous avez compris qu'il y a des maths de bon niveau, qu'on pouvait facilement dépasser le cadre de la terminale en réalité derrière, mais on peut finalement jouer avec des enfants d'âge assez bas. Alors c'est l'occasion, ça a été l'occasion au cours d'une opération de diffusion de la culture qui s'appelle En piste pour les mathématiques, qui s'adressait au grand public et où on a des parents qui sont venus avec leurs enfants qui étaient pour la plupart en cycle 2 ou en cycle 3. Et donc on s'est retrouvé à jouer avec des enfants de cycle 2, avec certains de mes élèves de mon atelier là, qui étaient venus. Et donc le simple fait de comprendre et de suivre des règles, de comparer des nombres et de faire vivre l'enjeu d'une stratégie, c'est déjà quelque chose de très fort pour ces élèves-là, qui cherchent finalement assez rapidement à gagner et à essayer d'établir une stratégie, en tout cas qui en comprennent l'enjeu sur des situations qui sont très simples. Ensuite, en cycle 3, alors en cycle 3 comme en cycle 4, je vais y revenir après, nous avons eu l'occasion dans le cadre du festival international Les Maths dans tous leurs états, festival qui est animé, qui est à l'initiative de l'association les Maths en scène. Nous sommes intervenus dans un nombre conséquent d'établissements pendant la semaine des maths que nous avons élargi parce que nous avions trop d'interventions à faire. Et nous proposons cet atelier-là. Alors en réalité, cet atelier il est proposé à des classes, il y a du travail en îlot qui se met en place et à chaque fois qu'on a un nouveau dispositif, c'est-à-dire on a les mêmes cartes ou on n'a pas les mêmes cartes, qui commencent pas, les élèves commencent par jouer, ils manipulent, ils sont ils essaient entre eux d'établir la meilleure des stratégies, il y a tout un processus de verbalisation qui se met en place, et ensuite on recueille des témoignages de différents groupes, on essaie de faire une synthèse, et on essaie d'expliciter une stratégie qui serait efficace selon les situations qui sont proposées. Ça fonctionne très très bien et on voit des élèves qui se mettent à raisonner de façon très directe, très, très simple, juste parce qu'on a une entrée ludique et que finalement les mathématiques qui sont là-dedans sont bien présentes, mais elles sont très clairement amenées par un contexte ludique qui permet vraiment à ce que tous les élèves participent.
En cycle 4 et même en lycée, on a toujours les mêmes enjeux, donc comprendre et suivre les règles. Vous avez une petite illustration d'ailleurs d'une partie où j'ai eu l'occasion d'affronter celui que nous avons désigné comme le champion de la classe. Et donc en cycle 4, il y a un réel enjeu, c'est passer à une situation d'abstraction, donc passer à un peu de modélisation sur le nombre de cartes, sur le nombre de plis, sur les scores, au lieu d'aller sur des scores qui sont numériques sur un nombre de cartes qui est fixé, d'aller sur des scores qui sont proposés en fonction de n par exemple, sur les cartes qui sont jouées aussi avec les cartes consécutives n plus 1, et on se retrouve assez facilement avec des élèves qui jouent le jeu parce qu'ils ont envie de savoir ce qui va se passer pour 5, pour 6, pour 7, pour 8, pour 9, pour 10 cartes. Assez rapidement, on est dans une situation où on essaie de modéliser les choses. Et puis dès le cycle 4, en fait, on éveille à de nouveaux raisonnements parce qu'on essaie d'envisager tous les cas, donc on est sur du raisonnement exhaustif. On essaie également, sur la dernière partie, là, celle que je vous ai présentée, où Sophia et Igor ont les mêmes cartes, on essaie très clairement de voir ce qui se passe à 3 cartes, à 6 cartes, à 9 cartes. Vous avez compris que le nombre 3, là, les multiples de 3 sont importants, donc on essaie de voir ce qui se passe, et puis finalement, on se rend compte que si on sait ce qui se passe à 9 cartes, on sait ce qui se passe à 12, et puis si on sait ce qui se passe à 12, on sait ce qui se passe à 15, et vous voyez bien le principe de récurrence qui est caché derrière. Voilà. Il y a aussi un apport très fort pour les élèves du labo maths. Alors pourquoi le pivert? C'est simplement parce qu'au TFJM, l'équipe du lycée s'appelle les pivers, voilà. C'est intéressant parce qu'il y a une complexité de jeu, il y a des variables didactiques, ça induit de la modélisation, ça induit un travail de démonstration qui est très fort. Ce travail, il est reconduit chaque année en fait, et on joue pas toujours sur la bataille corsée, on a plein de jeux en réalité qui nous servent de base pour des ateliers de diffusion, hein. Mais ça nous permet en particulier vraiment de travailler l'expression écrite et l'expression orale pendant le concours et avant, parce que on simule des présentations, on a l'occasion de débattre entre élèves, il y a un travail sur l'oral qui est très fort, et puis surtout on monte une équipe, on coopère. Et il y a vraiment un esprit de groupe qui se crée avec l'idée de faire avancer le problème des autres en regardant, en se mettant en position d'amis critiques. On a des vrais débats, on a une coopération aussi avec les enseignants parce qu'on est plusieurs enseignants à intervenir dans le cadre de ce labo. Et donc, on a une vraie situation de coopération qui se crée, et elle est dans tout, avec des élèves venant de toutes les filières, de la seconde à la terminale, avec l'idée d'une transmission de bâton, etc. Et en dernier lieu, ce sont les élèves du labo, hein, moi je suis là pour gérer les groupes, mais ce sont les élèves du labo qui animent les ateliers finalement. Et ils sont responsabilisés, ils apprennent à adapter leur discours en fonction du public, hein. Je les ai amenés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du cycle 2, on est allé jusqu'à des présentations en BTS. Ils en profitent pour développer très clairement leurs compétences orales. Et ensuite, ça permet aussi de les interroger, et ça c'est pas anodin, sur l'idée de diffuser la culture mathématique, quels en sont les enjeux. Et ils gardent ça à l'esprit très fortement parce que certains élèves que j'avais il y a 6, 7, 8 ans m'en parlent encore dans les communications que j'ai avec eux, voilà. Et puis il y a la volonté aussi de transmettre le bâton, c'est-à-dire que les terminales ayant une place un peu prépondérante dans les présentations, autorise les élèves de seconde à mettre le pied à l'étrier et à voir comment on fonctionne. Et puis finalement, ces secondes, dans 2 ans, ce seront des élèves de terminale qui joueront le rôle de capitaine, entre guillemets, ou d'encadrant ou de tuteur. Voilà. Puis ça permet d'accompagner une dynamique de bassin parce que ces opérations de diffusion de la culture sur la semaine des maths, en fait, on la réalise tous les ans depuis quelques années. Maintenant, avec l'association Les Maths en Scène, mais on a très clairement des liens assez forts maintenant avec tous les collèges du bassin où on intervient assez systématiquement une demi-journée maintenant par an. C'est un jeu au questionnement vivant. Je reviens sur la question que Christian posait tout à l'heure. En fait, il y a plein de questions qui sont pas... J'ai pris 5 minutes avant-hier là, pour réfléchir à quelles étaient les questions qu'on n'avait pas encore traitées. Alors, vous avez vu que les joueurs avaient ou n'avaient pas les mêmes cartes, mais qu'est-ce qui se passe si c'est le gagnant qui commence à chaque tour? Et qu'est-ce qui se passe si on ajoute des cartes de niveau égal? Mettons, par exemple, on ajoute 2 figures dans les jeux des 2 joueurs. Et si plutôt cette fois-ci, au lieu d'avoir un affrontement, on avait des joueurs qui coopéraient, qu'est-ce qui se passerait pour faire un score maximal, un score minimal? Est-ce qu'on peut obtenir tous les scores? Quel est le score le plus probable? Et là, je reviens sur l'idée de l'espérance. Et puis, est-ce qu'on peut arriver à écrire un petit programme? On a des codeurs là au labo. Est-ce qu'on pourrait arriver à écrire un petit programme qui nous permettrait de jouer après? Autant de questions finalement qui sont pas tranchées pour moi et que auxquelles je vous laisse réfléchir si vous le souhaitez.
Voilà, juste pour conclure, avant de répondre à toutes vos questions, je voulais remercier le concepteur du jeu que malheureusement je ne connais pas. Je vais remercier les collègues qui sont impliqués du lycée au-delà. J'ai oublié de marquer que je remerciais mes élèves du labo. Voilà, je leur fais un coucou si certains sont connectés ce matin. Et puis je remercie évidemment l'association Les Maths en Scène qui vous propose les 2 journées GEM là ce week-end et qui est un formidable outil de diffusion de la culture sur de nombreuses académies. Et j'aurai l'occasion après sur l'interlude avant la prochaine intervention de vous parler éventuellement un peu de l'association Les Maths en Scène. Voilà. Je vous remercie. Voilà. Alors, il y avait 2 questions. Une que tu as à peu près évoquée, donc c'est la deuxième partie de la question de Christian. Oui. Donc, qui demandait quelle est la stratégie gagnante, que la règle soit le gagnant ou le perdant qui rejoue. Oui, on décide juste que... On dit juste que c'est le perdant, mais en réalité, on a le même type de présentation en fait, on a le même type de raisonnement sur le gagnant. Voilà. Après, on n'a pas tout à fait les mêmes résultats, mais effectivement, il y a une petite différence qui va se faire, mais c'est le même type de raisonnement et c'est le même type de démonstration qui est amené là-dessus. Alors, il y a une autre question sur quels avantages, inconvénients par rapport à un atelier Math Engine qui, lui, n'est pas compétitif, mais où il y a aussi des rôles de contradicteurs, modérateurs, etc. dans les présentations des ateliers. Alors en fait, on fonctionne très exactement comme un atelier Math Engine en réalité au sein du labo, et c'est juste au moment du TFJM que nous avons une compétition qui est proposée. Alors juste pourquoi on s'est lancé dans le TFJM, simplement parce qu'on avait à l'époque avec ma collègue Charlotte, on avait d'autres établissements qui le faisaient pas très loin de chez nous. Puis on a été interpellé par les problèmes, et le gros avantage que ça présente, c'est que les problèmes qui sont proposés, vous en avez pas qu'un. Vous avez 7 ou 8 problèmes chaque année, il faut en traiter un certain nombre pour pas avoir de pénalité. Après, il y a un tirage au sort des problèmes qu'on va présenter, et l'idée c'est que c'est une formidable banque de ressources, ni plus ni moins. Et donc en fait, la compétition en interne, on l'a pas du tout, et après on voit toujours ça comme un temps d'échange, et finalement on s'est jamais attaché au classement qu'on faisait, sachant qu'il y a une étape régionale et puis une étape nationale après si on est bien classé. Mais ça a jamais été notre source de motivation première. Notre source de motivation, ça a toujours été de trouver des résultats et de s'amuser, réellement. Et une dernière petite question sur le jeu, le ou la conceptrice du jeu serait-il de l'île de Beauté? Alors, je n'en ai aucune idée pour une raison très simple. Au TFJM, ce sont des chercheurs qui proposent. Il n'y a pas de lien avec Corse, c'est juste que la Corse, le fait que la bataille soit corsée, c'est qu'il y a un peu plus de réflexion, tout simplement. Par contre, pour vous dire, dans le TFJM, je vous engage vraiment à aller regarder ce qu'ils produisent parce que c'est extraordinaire. Les problèmes, en fait, sont suggérés par des chercheurs, et derrière, les problèmes ne sont pas entièrement résolus par les chercheurs eux-mêmes, mais les énoncés sont toujours accessibles pour des élèves de terminale. Et la grande force de ça, c'est qu'on est en lien directement avec des situations de recherche devant lesquelles les enseignants sont tout à fait démunis, autant que les élèves, et on cherche ensemble. Et alors après, évidemment, ce sont les recherches des élèves qui sont présentées. C'est-à-dire que nous, on est là dans un rôle d'accompagnant en tant qu'encadrant d'un tel atelier. Mais comme on est démunis, on n'a pas de solution plus facilement à proposer que d'autres. Voilà, on a un peu d'avance en maths, mais pas forcément sur ces problèmes-là. Et donc, c'est très intéressant aussi pour les élèves de voir que leurs encadrants sont un petit peu bloqués et ne trouvent pas toujours les réponses. Voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup pour cet exposé. Tout le monde te remercie dans le chat aussi. C'est très gentil. Je remercie tout le monde et je reste à disposition via l'asso s'il y avait des questions. Et je serais ravi de converser sur cet atelier, qui me tient à cœur, que je présente depuis plusieurs années. C'est toi qui fais l'interlude. Oui, c'est moi qui fais l'interlude. Voilà. Donc j'ai la charge de faire l'interlude pendant quelques minutes au sujet de l'association Les Maths en Scène que vous voyez encore sur la dernière page de ma présentation. Simplement, l'association Les Maths en Scène, c'est une association qui existe depuis quelques années, qui vit sur le bassin de Toulouse, mais qui a vocation à s'étendre, on va dire, sur le territoire national, ce qu'elle fait déjà. Cette association a un but qui est très clair, c'est diffusion de la culture mathématique d'une part, et puis voir les mathématiques autrement un petit peu. Vous avez vu que ce matin je vous ai présenté un jeu mathématique, c'est pas pour rien. Il y a un très grand nombre d'ateliers qui sont proposés dans le cadre du festival Les Maths dans tous leurs états. Ce festival intervient pendant la semaine des mathématiques. Je précise qu'il est
qu'il est relayé par Eduscol, hein, dans le cadre de ressources entre guillemets institutionnelles et référencées comme l'étant. C'est aussi ce festival, il a commencé sur Toulouse, maintenant il a pris un essor sur la région Occitanie puisqu'il vient sur Carcassonne, mais on peut envisager de l'étendre encore plus, et pour ça il faudra s'adresser directement à l'asso. Je vous ai marqué d'adhérer, il faut vraiment pas hésiter. On a besoin de ressources vives un peu partout en France. Il y a d'autres opérations qui sont conduites par l'association Les Maths en Scène, dont vous avez peut-être entendu parler. Il y a un concours d'éloquence scientifique avec des situations de présentation, de réponses à des questions scientifiques menées par des chercheurs qui s'appellent Éloquence Science, qui a vocation à diffuser, à réfléchir à l'expression orale en mathématiques et plus généralement en sciences, avec des questions qui sont assez vives, avec des situations de débat, de discussion avec des chercheurs, de contradictions. Ensuite, vous avez cette journée GEM qui vous est proposée pour la première fois, qui répond à une réflexion que nous avons eue l'année dernière sur le fait de pouvoir transmettre le bâton. J'espère que tout ce que vous voyez dans les ateliers vous permet d'imaginer comment animer des ateliers ou des opérations de diffusion de la culture avec tout le matériel qu'on peut imaginer et toute la documentation qui va vous être, toutes les ressources qui vont vous être données via les replays possibles, et puis éventuellement la mise en contact avec les chercheurs ou les intervenants qui vous ont proposé leurs prestations en direct hier et aujourd'hui. Et ensuite, une autre opération qui est menée par l'association Les Maths en Scène que je veux souligner, qui, elle, a un essor sur un nombre conséquent d'académies maintenant, c'est le projet Regard de Géomètre, où on essaie de croiser des productions mathématiques avec des productions artistiques, avec des intervenants scientifiques qui sont référents de classes qui participent au projet. Alors, il y a des référents dans pas mal d'académies maintenant, et donc si vous souhaitez regarder à quoi ressemble le regard de géomètre, n'hésitez pas à aller voir les productions qui sont sur le site de l'association, et n'hésitez pas également à rentrer en contact avec l'association. On sera ravis de pouvoir vous répondre par rapport à ça et de vous expliquer comment on fonctionne sur un projet sur l'année. Voilà. Donc en conclusion, merci au bureau de l'association Les Maths en Scène qui se démène toute l'année pour proposer des choses innovantes et de nouvelles expériences de diffusion de la culture mathématique tous les ans. Et je vous engage à aller voir le site et je vous engage à adhérer également. Voilà. Alors je pense qu'il me reste, je ne sais pas si quelqu'un avait une question éventuellement par rapport à l'association Les Maths en Scène, mais il va me rester une petite minute pour vous dire deux choses. D'abord, je pense que ça n'a pas encore été fait, donc un grand merci à nos deux régisseurs qui sont cachés dans l'ombre derrière et qui travaillent d'arrache-pied pour faire les bascules et pour vérifier que tout se passe bien au niveau son, image, etc. Donc un petit coucou à Anthony et Clément. Voilà, je sais qu'ils n'ont pas forcément envie de se montrer, mais ils sont là. Et ensuite, je vais vous laisser entre d'excellentes mains, puisque Thomas Corrège va vous présenter son atelier sur algèbre de boules et tableur, et je vous souhaite une excellente continuation dans l'ensemble des prestations qui restent à venir, et voilà, n'hésitez pas à aller voir en replay tout ce que vous n'avez pas vu, ce sera très rapidement disponible. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une excellente continuation pour cette deuxième journée de GEM.